Bien, donc nous allons accueillir une prochaine conférencière, donc Alice Michelot-Antali, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine Nancy. Et donc nous allons migrer en ville, puisque Alice va nous présenter des fleurs fonctionnelles pour les insectes pollinisateurs en ville. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est bon le micro là? Parfait, je vais essayer de rester comme ça. Effectivement, je vais vous parler des insectes en ville, même si je travaille aussi sur les milieux agricoles au laboratoire agronomie et environnement. Je vais commencer par vous parler du coup de l'impact de l'urbanisation sur les pollinisateurs. Donc, il y a une étude récente qui a montré que cette urbanisation, dans 39% des cas, elle pouvait être positive pour les pollinisateurs, et dans 24% des cas, elle pouvait être négative. Donc ça, c'est une analyse de 74 études scientifiques. Pourquoi cette urbanisation peut être négative pour les pollinisateurs? Eh bien, on a par exemple des phénomènes d'îlots de chaleur qui peuvent entraîner en ville des stress thermiques à la fois pour les plantes mais aussi pour les insectes. L'imperméabilisation des sols. Donc, on a beaucoup d'abeilles sauvages qui nichent dans le sol, par exemple, qui ne peuvent plus le faire avec l'imperméabilisation. Les pollutions qu'on peut avoir en ville, qu'elles soient lumineuses ou atmosphériques, et également, évidemment, la fragmentation des habitats. Donc la coupure des corridors écologiques pour les insectes du fait de l'urbanisation. Donc ça, c'est plutôt les impacts négatifs de l'urbain sur les pollinisateurs. Et évidemment, il y a aussi des impacts qui peuvent être positifs. Notamment, il y a des lieux qui peuvent être des refuges en ville pour les pollinisateurs, ce sont les espaces verts. Donc pourquoi? Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que dans ces espaces verts en ville, on peut parfois et assez souvent avoir une plus grande diversité, une plus grande abondance de pollinisateurs sauvages, notamment les abeilles, que dans les zones agricoles. Tout simplement pour différentes raisons. D'une part, depuis la loi Labbé, en 2014 en France, on n'a plus de pesticides dans les espaces publics, ce qui est très favorable évidemment aux pollinisateurs. Et puis, on a dans ces villes des sites de nidification variés et souvent pas mal de ressources florales et de diversité. Donc, les enjeux finalement autour de la gestion des espaces verts, ils sont très importants pour les pollinisateurs. Ça va permettre d'avoir des pollinisateurs pour polliniser les plantes, par exemple dans un contexte d'agriculture urbaine. Ça va permettre de profiter à la biodiversité associée à ces pollinisateurs. Et également, on peut imaginer des lieux de refuge pour les pollinisateurs, pour les sites agricoles périurbains, puisqu'on a pas mal de cultures autour des grandes villes. Donc, comme l'a rappelé Colin, les pollinisateurs ont besoin d'un gîte et d'un couvert. Donc, qu'est-ce qui va être important en ville pour ces pollinisateurs? Des sites de nidification. Donc, ça peut être dans des prairies, des haies, des zones de sol nus. Donc, on a 70% des abeilles sauvages qui sont terricoles. Donc, par exemple, à gauche, on a une espèce terricole. Et puis, on va avoir aussi, comme on a une grande diversité de pollinisateurs, besoin, par exemple, de plantes hôtes. C'est le cas pour certains papillons qui sont spécialisés sur certaines espèces de plantes. Ici, j'ai mis le damier de la succise, qui va dépendre exclusivement de la succise des prés, qui est une plante qu'on trouve généralement en prairie, plutôt extensive. Donc, les pollinisateurs aussi, ils ont besoin d'un couvert. Et aujourd'hui, moi, je vais insister plus là-dessus. Donc, ce qui va être très très important pour les pollinisateurs, ça va être la quantité de ressources florales, leur qualité, leur diversité et leur disponibilité. Donc ça va vraiment permettre de maintenir les pollinisateurs dans nos milieux, que ce soit urbains et agricoles. Donc on en a pas mal parlé, donc je vais pas insister longtemps là-dessus, mais donc on a du nectar qui va constituer une ressource énergétique pour les pollinisateurs. Donc généralement le nectar il est principalement composé de sucre et d'acides aminés et également de métabolites secondaires. Et puis on va avoir le pollen qui va permettre le développement des pollinisateurs, notamment des abeilles, d'assurer leur métabolisme, l'immunité et aussi la résistance au stress. Et donc là, il est principalement constitué, ce pollen, de protéines et d'acides aminés, de glucides, de lipides et de vitamines et de minéraux. Donc cette composition du nectar et du pollen, elle va être très importante pour les insectes pollinisateurs. Donc du coup, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de penser l'aménagement des villes avec une vision plutôt fonctionnelle de nos plantes, au-delà du fait de mettre telle ou telle espèce. Finalement, qu'est-ce qu'elles vont apporter ces plantes pour les pollinisateurs? Et donc ça, le grand enjeu, ça va être de quantifier
les différents traits floraux, donc les différentes caractéristiques florales de nos espèces végétales. Et ça, c'est quelque chose, on a encore beaucoup de choses à connaître là-dessus. Donc en effet, quand on a un pollinisateur comme ce Bombus lapidarius qui va aller de fleur en fleur, on voit donc qu'il va se déplacer bientôt, on zoome un petit peu, donc il va se déplacer vraiment de fleur en fleur, et puis on va voir qu'il a une certaine constance, c'est-à-dire il va toujours aller vers la pourcelle enracinée, il va vraiment visiter cette plante parce qu'elle a une forme particulière, une odeur particulière, etc. Donc en fait, on va pouvoir caractériser nos interactions entre nos fleurs et nos pollinisateurs grâce à la diversité des traits des fleurs qu'on va appeler des traits floraux. Donc les fleurs vont constituer donc un signal visuel pour les pollinisateurs du fait de leur morphologie, de leur couleur, de leur forme, etc. Ils vont également donc aller chercher, on l'a dit beaucoup de fois, je vais pas trop insister, mais des récompenses sous forme de pollen et de nectar, plus ou moins accessibles en fonction de la profondeur de la fleur, donc on peut aussi mesurer ça. On l'a vu aussi avec l'exposé de Philippe juste avant. Et puis aussi, on en a parlé, par exemple, un autre exemple de trait, mais là j'ai réduit un petit peu, les odeurs, donc souvent sous forme de composés organiques volatiles que les insectes vont capter avec leurs antennes. Donc l'idée, c'est de caractériser nos plantes en ville à travers ces traits floraux plutôt qu'à travers justement une approche juste taxonomique. Donc pour ça, actuellement, on a des connaissances relativement partielles sur ces traits de façon quantitative. Donc c'est bien mesurer par exemple la quantité de nectar produite par telle ou telle espèce en microlitres par 24 heures par fleur. Donc ça peut être quelque chose d'assez long. Pour faire un petit état des lieux de ces connaissances, donc on en a très peu qui sont accessibles dans des bases de données. Et au gros maximum, on a 2 bases de données existantes qui vont être autour de 1500 espèces renseignées pour ces différents traits floraux quantitatifs, donc ça fait pas beaucoup. Et justement, une de ces bases de données, donc qui est celle de l'ANUSA et ses collaborateurs, montre que pour les traits, donc ici c'est un graphique qui montre tous les traits qui ont été mesurés dans cette étude et acquis dans cette étude sur les 1506 espèces. Vous voyez en orange les traits manquants. Et on voit quoi? On voit qu'en fait, tous ces traits sont ceux liés aux récompenses. Donc la quantité de pollen, la quantité de nectar. Sur ces traits-là, on a 70% des espèces de cette étude qui n'étaient pas renseignées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est manquant actuellement dans la littérature scientifique. Et juste en guise de comparaison, quand on regarde des bases de données avec des traits végétatifs incluant les feuilles, etc., là, on a plus de 300 000 espèces qui sont renseignées. Donc on a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer les traits floraux. Alors je parle bien de mesurer les traits de façon quantitative sur un grand nombre d'espèces. On est vraiment à cette échelle-là. Donc pour ça, on a publié récemment avec les collègues une étude qui justement standardise ces façons de mesurer sur un grand nombre d'espèces. Et donc pour mesurer la morphologie de moyenne d'une espèce, ça va être assez facile. On va pouvoir mesurer la hauteur, l'aire florale, etc. L'accessibilité, on va mesurer la profondeur de la corolle, des tubes à nectar. Pour la couleur, ça peut être plus complexe puisqu'on va mesurer de façon quantitative cette couleur. Donc on va mesurer en fait la réflectance des pétales de façon continue. Pour les odeurs, donc Philippe l'a déjà présenté, mais on va devoir collecter donc ces odeurs et ensuite les analyser par une approche métabolomique. Pour la quantité de ressources, comment on mesure ça? Eh bien, pour les nectars, on va insérer des micro-capillaires en verre dans les fleurs, qui va nous permettre à chaque fois de récupérer les nectars après 24 heures d'ensachement des fleurs. Donc c'est quelque chose qui peut être très long, pas forcément évident. Et nous, l'idée, c'est que ce soit qu'on puisse le faire sur beaucoup d'espèces. Et on va également extraire le nombre de grains de pollen par espèce végétale qu'on va compter ensuite sous microscope, comme vous pouvez le voir sur cette lame ici. Et enfin, le Graal, c'est la qualité des ressources. Et là, en fait, pour faire la composition du pollen et du nectar, il faut énormément de matière. Donc c'est quelque chose, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données, alors que c'est primordial pour nos insectes pollinisateurs. Et on va notamment passer par des analyses de chromatographie pour les nectars pour avoir ça. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Et vous voyez des méthodes qui sont parfois plus ou moins simples à mettre en place. Donc, à partir de ces traits floraux, on va pouvoir réfléchir à l'aménagement dans nos villes pour les pollinisateurs.
Et donc, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus à Nancy, sur notamment la complémentarité des ressources florales en ville. Donc Nancy, la place Stanislas, je vous emmène là-bas. Donc là, vous voyez, je vais pas avoir beaucoup de pollinisateurs à regarder, mais du coup, nous, on est allé dans les espaces verts de Nancy, à l'échelle de la métropole. Donc en fait, on a mené une étude, donc un projet pendant 3 ans. On a échantillonné 12 espaces verts dans la métropole de Nancy, que vous voyez ici. Donc des espaces verts plus ou moins en centre-ville et plus ou moins gérés. Donc juste rapidement la méthodologie, on a cartographié chaque espace vert. Par exemple ici, on a cartographié le parc Richard Pouille et on a essayé de regarder la proportion de strates arborées, arbustives et ornementales au sein de notre espace vert et herbacées. On voit que la strate herbacée était majoritaire, elle est en jaune dans ce parc. Donc du coup, quand on a fait nos relevés de pollinisateurs, on a essayé de garder ces proportions de strates. Donc on a fait 50 mètres de transects pour capturer nos pollinisateurs et on l'a distribué en fonction de la proportion des strates. Donc ici, au parc Richard Pouille, il y avait beaucoup de surface herbacée, donc on a fait 43 mètres au total sur la surface herbacée, sur nos 50 mètres. Donc on a vraiment un reflet de l'occupation du sol de chacun de nos espaces verts. Donc on a fait ça sur nos 12 espaces verts. Qu'est-ce qu'on a obtenu en termes de pollinisateurs à l'échelle de la métropole? Donc ça n'avait jamais été fait, évidemment. Donc on a collecté plus de 4000 insectes pollinisateurs et on a pu identifier 444 taxons différents. Donc c'est quand même une importante diversité, dont 370 espèces différentes. Alors, je réinsiste sur le fait que dans nos pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. On peut voir ici la distribution des différents cortèges qu'on a trouvés à l'échelle de la métropole de Nancy. Donc, vous voyez, en couleur chaude, ça va être tout ce qui est hyménoptère, donc les abeilles sauvages, les bourdons, les guêpes, les fourmis. Un peu de papillons, mais pas beaucoup. Des coléoptères, et puis aussi beaucoup de mouches, notamment les cirfes, dont on a déjà parlé, mais qui constituent pas mal de visites sur les fleurs. Donc, ces pollinisateurs, sur quoi sur quelles fleurs ont-ils visité? Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une complémentarité entre nos différentes strates de végétation dans les espaces verts. Donc ici, le premier graphique, donc les 3 premiers graphiques en haut, vous montrent la richesse taxonomique en pollinisateurs, donc le nombre de pollinisateurs différents en fonction de nos 3 strates, les pelouses herbacées, les arbustes et les plates-bandes ornementales. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les pelouses herbacées constituent un pôle important pour la diversité de nos pollinisateurs. Sur le graphique d'en dessous, on peut voir cette fois-ci l'abondance, c'est-à-dire le nombre d'insectes qui visitent les fleurs par minute. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a une tendance temporelle, c'est-à-dire que sur nos 3 strates, on a plutôt plus de visites en fin de saison, juillet, août. Et ce qui est intéressant aussi en particulier, puisque je vais en reparler juste après, c'est qu'on voit que les ornementales peuvent jouer un rôle non négligeable sur l'abondance des pollinisateurs en fin de saison, en août par exemple. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a questionné un petit peu par la suite. Au niveau du calendrier des espèces les plus attractives, donc ici je vous montre juste très concrètement quelles sont les espèces les plus visitées à l'échelle de la métropole de Nancy sur ces espaces verts par strate. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la strate arbustive est plutôt pas mal visitée plutôt en début de saison avec des espèces comme le prunellier ou l'aubépine. Ensuite, on va avoir toute la saison des espèces prairiales qui vont être très très importantes. J'arrive pas trop à pointer. Notamment en juin-juillet, donc des espèces assez connues pour être relativement mellifères comme la centauréjacée ou la cnossie. Et puis, de façon intéressante aussi, les ornementales qui vont jouer un rôle plutôt en fin de saison, quand il y a moins de ressources dans les autres strates, notamment des espèces qui ressortaient ici, c'est la verveine de Buenos Aires et la sauge farineuse. Donc nous, à partir de ces résultats, comme c'est un projet qu'on a fait avec les gestionnaires de la ville de Nancy, eux, ils étaient très intéressés pour savoir, ok, il y a des visites sur ces ornementales, mais elles valent quoi pour les pollinisateurs? Nous, on sait pas la quantité de nectar qu'elles produisent, la quantité de pollen, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est demandé, est-ce que ces plantes ornementales, elles sont fonctionnelles? Ok, esthétiquement, elles sont intéressantes, mais qu'est-ce qu'elles valent d'un point de biodiversité, d'un point de vue pollinisateur? Donc, pour ça, on a réalisé une étude
sur 8 espèces ornementales qui étaient donc très bien utilisées par les espaces verts de la ville de Nancy. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, l'agastache, des sauges, agératum, le gora qu'on retrouve dans beaucoup de villes. Donc ça, c'est quand même des espèces, quand on se balade en France, on peut les retrouver un peu partout. En fait, on a une liste d'espèces qu'on va retrouver aussi dans pas mal de villes. Donc nous, on a pris un assemblage un peu d'espèces différentes d'un point de vue fonctionnel et qui intéressait aussi nos gestionnaires. Et on s'est posé 2 questions. La première, est-ce que ces espèces résistent à la sécheresse? Donc vous allez me dire pourquoi on s'est posé cette question. Évidemment parce que on est dans un objectif de durabilité dans le choix de ces plantes. On a de moins en moins d'eau disponible. Donc l'objectif, c'est d'aller vers des plantes qui sont plus économes en eau. Donc on s'est dit, finalement, est-ce que ces plantes-là, elles sont adaptées à moins d'arrosage, etc. Donc on s'est vraiment posé cette question, comment elles vont résister à la sécheresse? Et deuxième question, évidemment, est-ce qu'elles sont attractives pour nos insectes pollinisateurs? On a tenté de répondre à ça. Donc comment on a fait ça? On a disposé donc dans les serres municipales nos plantes. Donc on avait 2 traitements. Un traitement de plantes témoins avec un arrosage normal et un traitement sous sécheresse, où là on a diminué de 3 fois le volume d'eau apporté et de 2 fois la fréquence d'arrosage. 8 espèces, 12 plantes par espèce et par traitement. Et on a fait notre spécialité, à savoir mesurer des traits floraux quantitatifs sur tous ces individus. Donc la hauteur et l'air floral, la quantité de nectar et de pollen, la durée de vie des fleurs, le nombre de fleurs, la masse sèche des fleurs et des pétales. Et également, en parallèle, on a installé nos plantes dans des massifs à proximité des serres pour voir est-ce que finalement ces ornementales, elles étaient attractives ou pas pour nos pollinisateurs. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Sur l'effet de la sécheresse sur les plantes ornementales, sur ces 8 espèces-là, en fait, on va avoir un effet très important sur la morphologie de nos espèces. Donc typiquement, pour l'ensemble de nos espèces, une réduction de la hauteur de moins 24 à moins 40%. Donc ça dépendait des espèces, le min, le max. Une réduction qui peut être très forte de l'air floral. Et quand on sait que c'est un signal visuel pour les pollinisateurs, ça peut vraiment jouer sur nos insectes. Et une réduction aussi très importante du nombre de fleurs produites par plante, donc sous effet de la sécheresse. On compare toujours sécheresse et témoin pour chacune de nos espèces. Donc, on a comparé ces résultats avec ce qu'on a dans la bibliographie sur les herbacées sauvages. Et bien, les ornementales, en fait, subissent plus l'effet de la sécheresse que les herbacées sauvages. Donc, ça peut questionner dans un objectif de durabilité et de fonctionnalité pour les pollinisateurs. Concernant les ressources florales, donc la quantité de nectar et de pollen, les résultats sont plus contrastés. On a certaines espèces qui avaient une diminution du nectar allant jusqu'à moins 65% de quantité de nectar produite pour le Nepeta, par exemple, et d'autres où il n'y avait pas d'effet sur la quantité de nectar produite avec la sécheresse. Et pour le pollen, de façon assez intéressante, on avait 2 espèces qui se distinguaient. L'une, c'est le gora qui produisait plus de pollen sous l'effet de la sécheresse. Il y a des questions par rapport à ça. Et l'agératum, à l'inverse, qui produisait moins de pollen. Concernant l'attractivité des pollinisateurs, finalement, ces plantes ornementales, elles constituent pas mal de visites. Finalement, elles sont assez attractives pour nos insectes pollinisateurs. Celles-ci, dans ce contexte-là, évidemment, avec 232 insectes qui visitaient par heure et de façon très importante, 95% des visites étaient des hyménoptères. Donc c'est quand même, un pool, en termes de diversité, c'est surtout les hyménoptères qui ressortaient. Et ce qu'on a pu voir, c'est une certaine complémentarité de ces espèces ornementales pour les pollinisateurs en termes de traits et d'insectes qui visitent. Donc ça peut être assez intéressant. Par exemple, l'agastache, c'est l'espèce qui produisait le plus de fleurs et elle était essentiellement visitée par les bourdons. Le gora, c'est une espèce qui produit finalement beaucoup de nectar et donc il était très visité par les abeilles domestiques. La sauge farineuse, donc elle n'avait pas de traits floraux particuliers, mais elle était très très visitée par les grandes abeilles. Et la verveine muriel, donc elle a des fleurs qui sont profondes et elle était très très visitée par les papillons. Donc ça montre qu'on peut avoir une complémentarité dans les traits floraux qui peut induire des visites de différents groupes de pollinisateurs.
Et c'est cette idée-là qui est vraiment intéressante à poursuivre pour l'aménagement des villes. Donc moi, je travaille en ville, je travaille aussi en milieu agricole, vraiment sur cette question de comment on peut avoir des traits floraux complémentaires pour amener plus de diversité de pollinisateurs, plus de services de pollinisation, etc. Et étendre ça, évidemment, à des échelles paysagères. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Donc, en guise de conclusion, il est important de gérer les espaces verts urbains avec une diversité de traits floraux et une continuité temporelle des ressources florales, qu'on n'ait pas de disette alimentaire à un moment donné pour nos pollinisateurs. Alors ça peut passer par des choses assez simples. Donc nous, on essaye de travailler justement sur ces changements de pratiques, favoriser une gestion différenciée des fleurs spontanées, donc que ce soit dans les espaces verts urbains, mais ça peut aussi être dans les jardins, etc., privés. Donc des tontes moins fréquentes pour laisser des patchs de fleurs pour nos pollinisateurs. Et l'idée aussi par la suite, c'est de mettre en place des projets co-construits avec les parties prenantes. Donc par exemple, moi sur la ville de Nancy, je travaille avec les gestionnaires. On veut travailler aussi avec les horticulteurs, etc. pour réfléchir aux plantes à installer, qu'elles soient à la fois esthétiques, mais aussi fonctionnelles pour la biodiversité. Je crois qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Et du coup, on travaille actuellement dans une thèse que je co-encadre pour un outil d'aide au choix des plantations de la ville de Nancy, basé sur les traits floraux et la durabilité. Je vous remercie de votre attention.